Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Lundi férié oblige, nous nous retrouvons exceptionnellement en ce mardi soir pour revenir sur toute l'actualité sportive de ce long week-end de la Pentecôte. Alors installez-vous bien, nous sommes ensemble pour 20 minutes et pour se mettre en jambe, voici le sommaire de ce soir. Clap de fin sur la saison footballistique de N2 et de N3, vous le savez, cette dernière journée était à suspense, notamment en haut de tableau. Les résultats, vous les attendez, eh bien encore quelques secondes de patience. Nous irons notamment du côté des Sables FCOC où le club déjà relégué disputait son dernier match face à Vertou samedi soir. Un autre rendez-vous de football au menu hors championnat mais qui s'inscrit comme un véritable rendez-vous de la fin de saison. Nous avons suivi la 12e édition du tournoi international U17 de Bretignolles-sur-Mer. Un peu plus au sud, cap sur les Sables d'Olonne et un événement désormais inscrit depuis plus de 30 ans à l'agenda des coureurs. Cet événement, c'est le semi-marathon international avec, vous le verrez, des records à l'appel. Et puis enfin, kimono ajusté, ceinture nouée, le Judo Club Lyonnais organisait son tournoi international junior, une compétition qui a réuni les meilleurs judokas français de moins de 21 ans à La Roche-sur-Yon. Voilà pour le programme de ce soir, mardi 21 mai 2024, 85 chrono, c'est parti. Et avant les images, je vous propose de débuter cette émission avec du football et le classement final de la poule B en National 2. C'est l'une des informations du week-end. La Roche VF ne sera pas promue en National. Les joueurs de Frédéric Reculot bouclent cette 26e et dernière journée en position de dauphin. Les Lyonnais avaient pourtant fait le job en allant s'imposer 1-0 sur le terrain de Bourges samedi soir. Mais voilà, dans le même temps, le Paris 13 Atlético l'a également emporté face à Angoulême. Résultat, les deux équipes terminent avec le même nombre de points, 48 unités. Les Franciliens restent premiers et accéderont au National, et ce à la faveur d'une meilleure différence de but particulière entre les deux équipes. Lors de la première confrontation de la saison, La Roche l'avait emporté 1-0 mais s'est incliné 2-1 au match retour. Un petit but de différence donc qui permet au Paris 13 Atlético de monter à l'échelon supérieur. Et puis vous le voyez dans l'autre match à suivre, un œil sur les Herbiers qui terminent la saison sur une note positive, victoire 4-0 sur la pelouse d'Avoine-Chinon. Le VHF s'adjuge la 9e place dans un classement qui est très homogène puisque le groupe de Laurent David compte le même nombre de points que Bergerac 5e et n'est qu'à 3 unités du podium. Clap de fin donc sur le championnat national 2, clap de fin aussi en National 3, un étage en dessous pour la 26e et dernière journée. Le gros enjeu se situe en haut de tableau, mais avant d'y revenir dans quelques instants, un détour par le stade Albert Robin au Sables d'Olonne. Samedi soir, les Sables FCOC accueillaient Vertou, une ultime sortie à domicile devant leur public pour des Sablés déjà relégués en Régional 1 pour leur adversaire du soir. En revanche, un infime espoir de montée subsistait en cas de victoire. Les hommes de Kevin Domangeau et Jérémy Charnot jouent sans pression. Maxence Abran au pressing vient gratter un très bon ballon et conclut en force face à Pierre Mingui dans les cages. 1-0 pour les Sablés à la 18e minute. Relâché, la deuxième moins bonne attaque du championnat va se montrer sans toutefois parvenir à faire le break. 27e minute, la défense de Vertou a le ballon. Longue ouverture pour Nelson Cabella. L'attaquant se fraye un passage entre les deux défenseurs sablés et s'emmène le ballon avec le bras. La main semblait évidente, mais rien n'est signalé. Le jeu se poursuit et Cabella vient conclure. Vertou recolle un partout. Les Sables FCOC tentent de réagir. Buteur quelques minutes plus tôt, Avran tente de loin. En toute fin de première, Bouido est au centre, côté gauche, mais personne pour le reprendre. Score de parité donc à la pause entre les Sables et Vertou. Les Vertaviens vont mettre le pied sur le ballon. Ici, Cabella ne croise pas suffisamment sa frappe. L'attaque sablaise est plus timide. Bouido trouve la tête de Gébel, mais ce dernier ne parvient pas à rabattre. Et alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure, les hommes en blanc vont faire la différence. Entrée en jeu, Jordan Rambaud enroule parfaitement du pied droit. Nakashi ne peut qu'effleurer ce ballon qui termine en lucarne. Vertou mène désormais 2-1. Il s'en faudra d'ailleurs de peu quelques instants plus tard pour que l'USSA ne vienne porter le score à 3-1. Sadio ne parvenant pas à redresser ce ballon. Les Sables jettent leur dernière force dans la bataille. Trouvée par Magalaes, la reprise d'Eric Eden n'inquiète pas le gardien adverse. Dernière occasion de recoller pour les Vendéens. Messila est trop court devant Mingui. Les Sables s'inclinent donc 2-1 pour leur dernier match de la saison. L'heure du bilan pour Jérémy Charnot, que l'on retrouve avec Hugo Tarbès, le capitaine qui revient sur cette saison et la fusion annoncée l'an prochain avec le club des Sables TVEC. Tous les deux étaient au micro de Thibaut Grasset. Je pense que Vertou est encore dans l'idée de se dire si le Pourret ne gagne pas, si Fontenay gagne contre Nantes, ils avaient peut-être encore ce petit espoir. Donc je pense que ça s'est vu aussi vers la fin. Nous, de notre côté, c'était de faire la meilleure prestation possible, gagner à domicile. Parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas trouvé les 3 points ici. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, même si on a fait une super entame et je pense dans l'ensemble une bonne première mi-temps.
Et après, malheureusement, oui, les choix d'arbitrage, je pense qu'on n'a pas été aidé sur toute la saison. Et là, on peut voir encore une fois, il y a une main volontaire qui est grossière. Je pense que tout le monde la voit. L'arbitre siffle pas, on se fait égaliser là-dessus. Et la saison, je pense que les garçons ont vécu une saison voilà, compliquée, un peu de frustration. On s'est perdu un peu sur les 10 dernières minutes de cette première. Voilà. Donc c'est compliqué pour nous, mais quand même, ça reste un match positif. Et surtout, on a remercié les garçons de leur investissement. Bilan de la saison, oui, compliqué forcément, surtout sur, je pense, l'apprentissage. De septembre à décembre, ça a été un moment très compliqué pour le groupe, pour le projet de vie, pour le projet aussi, on va dire, sur le terrain et projet sportif. Mais les gars n'ont pas lâché. On a eu une venue aussi d'Alassane Ndiaye qui nous a fait énormément de bien en tant que personne. On vient de le dire dans le vestiaire avec Kevin. Et on a eu une deuxième partie de saison avec des bons résultats, parce que si on cumule depuis la victoire de Choret, ça reste, je pense, un milieu de tableau. Pour nous, c'est un vrai apprentissage. On voit la différence entre un niveau régional et un niveau national. Il y a trop de constats qui montrent qu'on en était quand même assez loin de ce maintien. On savait qu'ils n'allaient pas venir ici faire figuration, vu qu'ils avaient encore une petite chance pour la montée. Donc on s'attendait à un match compliqué, et ça a été le cas, avec une belle équipe de Vertou. Donc satisfait, dommage pour la défaite, mais satisfait du contenu, je dirais. Tout le monde a appris, on a eu 6 mois très compliqués, avec la venue après d'Alassane qui nous a fait beaucoup de bien, qui a fait grandir le groupe. Et à partir de là, on a eu des résultats, un peu trop tard malheureusement, mais une saison avec beaucoup d'apprentissage. Et au final, on retient que du positif, même s'il y a la descente. Je pense que la création du club unique, c'est bien pour la ville des Sables-d'Olonne. Et 2 clubs dans cette ville, c'est un peu compliqué en termes d'organisation et de nombre de joueurs dans l'effectif. Je pense qu'un seul club, ça peut être pas mal pour fournir les équipes réserves, les équipes 3, pour ensuite engranger pour les équipes premières et avoir un nombre conséquent de joueurs qui peut se permettre à jouer au niveau régional ou national. Une 15e défaite donc de la saison pour les Sables FCOC qui ne change pas grand-chose au classement. Les Sables étaient déjà relégués avant cette 26e et dernière journée. En revanche, l'information à retenir est bien plus haut, puisqu'en allant décrocher sa 16e victoire de la saison, le Vendée Poiré Foot est officiellement promu en National 2. Les joueurs de Rabis-et-Roal devaient l'emporter pour s'assurer de terminer premier. Mission accomplie avec ce succès 4-1 face à Château-Gontier. Il y aura donc 3 clubs vendéens en N2 l'an prochain, La Roche-VF, les Herbiers et puis le Poiré-sur-Vie. Dans les autres résultats, vous allez le voir au classement sur cette ultime journée de N3. Match nul de partout entre la réserve du FC Nantes et Fontenay-le-Comte. Le VFF termine au pied du podium. Défaite de Chaland 2-1 face à Choret qui boucle ainsi la saison 8e. Et puis revers de la Châtaigneraie 4-2 contre la réserve du Stade Lavallois. Les hommes de Charles Devineau, promus cette saison, on le rappelle, terminent en 9e position. Et puis avant de retourner sur le terrain, en images, un coup d'œil sur la D3 féminine. La 21e et avant-dernière journée se tenait dimanche après-midi. La Roche-ESO s'incline 3-1 dans le derby face à la Croix-Blanche d'Angers. Au classement, les Ornésiennes glissent de 2 rangs et s'affichent désormais à la 5e place. Dernier rendez-vous pour les joueuses d'Anthony Gauvin, ce sera ce samedi soir face à la Lanterne Rouge 3. Et pour parachever la page football de ce 85 chrono, direction Bretignolles-sur-Mer. Pendant tout ce long week-end de la Pentecôte, le club de l'ES Marsouin Bretignolles-Brême organisait son 12e tournoi international réservé aux moins de 17 ans. 16 équipes se retrouvaient en Vendée sur 3 jours avec des objectifs différents. Pour de nombreux joueurs amateurs, ce tournoi était l'un des derniers dans les catégories jeunes avant de passer en senior. On pense par exemple aux formations des Herbiers de Saint-Nazaire ou encore aux Guadeloupéens de Gourbert. Pour d'autres équipes comme les centres de formation du PSG d'Angers ou de Toulouse, cet événement permettait de revoir quelques ajustements et de se tester en vue de la saison prochaine. 3 pays représentés, la France, la Belgique et puis le Japon, une première avec l'équipe de Nara. Au total, 250 joueurs se sont affrontés dans des conditions pas toujours évidentes et notamment hier lundi sur des terrains détrempés par les fortes averses. Vous le voyez ici, quelques images tournées dimanche lors des matchs de qualification, notamment entre le SCO d'Angers et la sélection de Vendée, un match qui a tourné en faveur des Angevins, vainqueur 2-1. Hier, la finale opposait le TFC Toulouse aux Belges d'Anderlecht, vainqueur 3-1. Ce sont les Toulousains qui s'adjugent cette 12e édition. Le SCO d'Angers complète le podium après sa victoire sur le même score 3-1 face au PSG. Au micro de Sandrine Pelletier, je vous propose désormais d'entendre plusieurs réactions, à commencer par celle de Philippe Sansoin, organisateur du tournoi. Il évoque notamment la venue de l'équipe japonaise de Nara. Le Japon, qui est une vraie nouveauté et surtout une vraie révélation pour notre tournoi. Un jeu complètement différent, ça permet aussi pour ces jeunes de se tester par rapport au football européen, qui est complètement différent. Et pour eux, c'est vraiment une aventure. Et surtout pour nous, c'est vraiment une vraie révélation, puisque ce sont des jeunes qui jouent un football complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur nos terrains en France et surtout en Europe. El juego japonés es un poco más organizado.
En règle générale, le joueur de football japonais est plus organisé. Cela vient aussi de la culture japonaise qui est aussi très disciplinée et cela se ressent sur le terrain. Ici en France, on voit surtout qu'il y a beaucoup de talents individuels. Dans le jeu, cela se matérialise par davantage de transitions et des échanges plus fluides, plus rapides. Il y a une superbe ambiance ici sur le village. C'est une ambiance de foot. On sent que le public connaît et aime ce sport. C'est super pour les joueurs. Un grand merci à l'organisation de nous avoir invités parce que ça a été une très belle expérience pour nous et pour nos jeunes. C'est un souvenir qu'ils garderont tout au long de leur vie. Je trouve qu'il y a une hétérogénéité qui est intéressante dans ce type de tournoi parce que ça permet d'avoir des oppositions différentes. Il y a quelques clubs professionnels, il y a aussi sélections, notamment la sélection de Vendée, et puis ensuite des clubs plus ou moins éloignés mais quand même assez périphériques par rapport à nous en tout cas, qui sont des clubs de très bon niveau de ligue, et puis aussi un club départemental puisque c'est les 17 ans du club qui nous accueille de Bretignolles et que j'ai vu jouer hier. Et comme j'avais dit aux organisateurs, j'avais trouvé que des équipes dites entre parenthèses, et c'est pas du tout péjoratif venant de ma bouche, amateurs, je trouvais que c'était certainement l'équipe ou l'une des équipes les plus complètes de ce que j'avais vu. On a joué contre le club du SCO d'Angers et c'est contre eux que la qualification s'est jouée. On a malheureusement perdu ce match de 1 hier. Et ce qui a fait qu'on n'a pas pu se qualifier pour le dernier carré. Ici, sachant que c'est mon club formateur, entre guillemets, j'ai pu le voir en tant que spectateur. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir y participer en tant que joueur, surtout avec la sélection de Vendée. Je suis très content et c'est que du plaisir pour moi. Voilà donc pour l'actualité football de ce soir. Et puis un mot de rugby à présent, puisque le championnat de Fédéral 3 se poursuivait ce week-end et notamment la phase finale. Le RC Sablé se déplaçait à Rivesaltes-Béchas pour le match aller des 16e de finale. Défaite 28-17 des Vendéens dans les Pyrénées-Orientales dimanche après-midi. Il faudra donc s'imposer avec au moins 12 points d'écart au match retour pour espérer décrocher une qualification en 8e de finale et puis surtout accéder à la Fédérale 2, car le vainqueur des 16e de finale est promu. Un match retour qui sera à suivre dès ce dimanche 26 mai au stade de la Rudelière. Et au Sables d'Olonne, justement, ce week-end se tenait un événement de course à pied, place dimanche à la 31e édition du semi-marathon international des Sables d'Olonne. Pour ces quelques 2600 participants, un départ matinal du lac de Tanchette à 8h et avancé de 2h cette année en raison des fortes chaleurs qui avaient marqué les éditions précédentes. De boucles à parcourir sur le front de mer entre le Puy d'Enfer et le jardin du Tribunal avant l'arrivée rue Rhin et Danube face au stade de la Rudelière, et des records sont tombés. Dimanche matin, le record de l'épreuve tout d'abord qui datait de 2021 est désormais détenu par Mourout Oubet Gerbert. L'Éthiopien en termine en 1h 3 minutes et 9 secondes. C'est 8 secondes de mieux que Johan Durand en 2021. Et puis record également chez les dames avec la très grosse performance de Mathilde Sénéchal, longtemps devancée par Fatia Asmid. La Blésoise s'est échappée en toute fin de parcours avec un chrono d'1h 12 minutes et 53 secondes. Vous la voyez arriver, Mathilde Sénéchal, efface ainsi des tablettes pour 19 secondes, le précédent record de 2007. À noter aussi chez les femmes le beau chrono d'Agathe Violo. La licenciée de l'ABV Les Herbiers en termine après un peu plus d'1h16 minutes et boucle l'épreuve à la 4e place. Une épreuve de 10 km en e-sport était également au menu, remportée par Vincent Rabot. Et puis un 10 km auquel se sont joints 1600 coureurs. Ici, c'est Saïd Améry qui franchit la ligne en premier avec un temps de 28 minutes 54 secondes. Un nouveau record là aussi. Théo Moussu, lui, pour la La Roche-sur-Yon, signe une belle 4e place. Chez les dames, la plus rapide a été Sadia Fadili en un peu plus de 34 minutes. Au micro de Thibaut Grasset, je vous propose d'entendre quelques-uns des protagonistes du jour. La vainqueur du semi, Mathilde Sénéchal, puis Florian Caro, 6e et 1er français, avec Jean-Pierre Dorn pour l'organisation de cette édition. Quand j'ai vu la start list, je ne pensais pas pouvoir faire un podium parce que c'était des filles quand même avec des gros records aux alentours de 1,10, 1,12 sur semi. Moi, mon record, c'est 1,12,59. Donc, je ne pensais pas être à la bagarre pour le podium. Finalement, on a rattrapé la 3e à mi-course. Et donc après, j'étais 2e mais assez éloignée de la première. Et on me disait que je pouvais rattraper. J'avais un petit peu du mal à y croire. Donc moi, j'essayais aussi de gérer ma course et mes allures pour en garder jusqu'à la fin.
Et dans la dernière petite côte, voilà, j'ai un peu accéléré. Je voyais que ça devenait compliqué, donc j'en ai profité pour mettre mon accélération ici, puis essayer de la tenir les 700 derniers mètres. Et ma foi, ça a tenu, donc tant mieux. Les conditions étaient parfaites par rapport à l'année dernière où il faisait 28 degrés. Là, c'était nickel. Du coup, je suis en prépa marathon là, dans 15 jours. Donc l'idée, c'était vraiment de faire une course progressive, pas partir trop vite et finir fort. J'étais pas forcément venu là pour un record personnel, mais surtout faire une séance en vue du marathon. Et donc j'ai réussi à faire un record personnel sans avoir, je pense, grillé de cartouche pour le marathon parce que je ne me suis pas non plus donné à 100%, donc c'est positif. Le semi-marathon, il y a deux vocations. C'est pour répondre à la dimension internationale de la Ville des Sables, c'est d'avoir une épreuve de qualité avec des athlètes de renom et une épreuve qui est classée au niveau de la World Athletic, qui est l'instance internationale pour la gestion des courses telles que les Jeux Olympiques et les championnats continentaux, les championnats du monde. Donc ça, c'est une première direction. Et la deuxième direction, elle était aussi liée à la volonté de rester une course ouverte à tous, une course pour les anonymes. Et c'est pour ça qu'on essaie de garder, on a deux mots qu'on utilise pour qualifier notre course, c'est qualité et convivialité. Les deux pour nous sont indispensables. Quand on veut bien recevoir, on le reçoit dans la qualité. Donc c'est pour ça qu'on fait des efforts dans ce domaine-là. Et de la qualité, il y en avait également samedi, toute la journée sur les tatamis de la salle omnisport de La Roche-sur-Yon. Le judo club lyonnais organisait son annuel tournoi international junior réservé aux moins de 21 ans. 8 catégories étaient en lice, des poids plumes de moins de 44 kg chez les femmes au poids lourd et plus de 100 kg chez les hommes. Pour cette troisième édition, 317 combattants venus de tout l'Hexagone se retrouvaient avec un objectif commun, glaner des points en vue d'intégrer ce que l'on appelle une ranking list, un classement qui permettra aux 10 premiers de chaque catégorie de décrocher une place pour les prochains championnats de France. Labellisé Excellence, ce tournoi de fin de saison est l'un des 6 rendez-vous du circuit pour les judokas en vue d'intégrer ou de confirmer leur classement. Donc dans ce top 10, un enjeu de taille qui a conduit 120 clubs français à faire le déplacement en Vendée. Et parmi celles qui ont gratté des points, samedi, il y a notamment Calypso Debuire, licenciée au Vendée Judo. La judokate de 18 ans aura eu besoin de 3 combats pour s'imposer chez les moins de 78 kg. L'autre résultat probant, côté vendéen, est venu du Vendée Judo, là aussi avec la médaille de bronze de Leia Fabiani dans sa catégorie des moins de 48 kg. Quelques réactions maintenant à notre micro, celle d'Éric Salé, tout d'abord président du judo club lyonnais. Il est suivi de Calypso Debuire et Thomas Desjardins, deux des vainqueurs du jour qu'a retrouvé Thibaut Grasset. On les écoute. L'organisation, après, c'est en fonction des catégories et du nombre d'inscrits. Donc on peut avoir des catégories jusqu'à 60 combattants ou d'autres plutôt à 20 combattants. Les lourds sont souvent un petit peu moins nombreux. Donc on peut faire de 3 à 5, 6 combats dans la journée pour arriver en finale. Voilà, avec un maximum de 6 ou 7 combats par combattant pour ceux qui arrivent sur les podiums. Avec en judo, c'est une particularité, un système de repêchage pour ceux qui perdent dans les premiers tours contre des judokas qui vont en demi-finale ou en finale. Donc il y a un peu deux compétitions pour après aller chercher aussi une médaille de bronze éventuellement. La journée s'est plutôt bien déroulée dans l'ensemble, je suis assez contente, ça clôture bien la saison. Après un peu de fatigue accumulée depuis le début de la saison, les nombreuses compétitions et tout, mais franchement c'était plutôt bien. Fier de mon système d'attaque et de ma réflexion. Une grosse motivation, une très grosse motivation parce qu'en fait je suis chez moi ici, donc je ne pouvais pas laisser quelqu'un d'autre gagner en fait sur ma terre, la Vendée, c'est pas possible. Alors déjà à court terme on a les France par équipe junior, donc ça c'est aussi l'un des objectifs en équipe gagnée. Après pour l'année prochaine ça serait aussi gagner les championnats de France parce que je serai junior 3, ce serait vraiment l'objectif de l'année. Et à plus long terme ce serait le rêve aller aux Jeux Olympiques, gagner les Jeux Olympiques, mais ça on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant on se focus là. Le premier combat a été plus pour faire une mise en route. Le deuxième combat était plus difficile, ça s'est terminé au golden score, l'adversaire était vraiment fort, j'avais pas l'habitude de combattre contre ce type de judo. La demi-finale s'est plutôt bien passée, malgré une petite frayeur sur le début où j'ai failli me faire piquer au sol et après j'arrive à revenir en mettant mes spéciaux. Et la finale s'est plutôt bien passée aussi, j'ai réussi à gérer dans l'ensemble. Les objectifs pour l'année prochaine ce serait minimum être sur le podium des championnats de France première division et accéder à l'INSEP, ce serait cool. Les JO dans 4 ans. Je sais pas encore, on verra, j'espère.
Allez, puis avant de se quitter, 2 dernières informations. La première en athlétisme, et elle concerne Romain Mornet. Le licencié de l'AC La Roche-sur-Yon était dimanche en Allemagne au départ du meeting international Silver de Rellingen. Il visait les minima sur 1500 mètres pour se qualifier aux championnats d'Europe qui auront lieu au mois de juin à Rome. C'est chose faite. L'athlète de 26 ans a signé un chrono de 3 minutes 35 secondes et 46 centièmes. Prochain objectif pour Romain Mornet, les minima pour la sélection olympique et ainsi peut-être figurer dans le groupe France pour Paris 2024. Et puis en cyclisme, quelques nouvelles du team Total Energy. La saison se poursuit. Pour la formation Vendéenne, le groupe de Jean-René Bernaudot était engagé hier lundi en Belgique sur le Tour du Limbourg et le meilleur résultat est venu, vous le voyez ici, d'Emilien Janière avec une 14e place. La victoire au général revient à Groenewegen pour l'équipe Jayco Alula. La veille dimanche, toujours en Belgique, Janière avait déjà signé un très bon résultat sur l'Antwerp-Porc-Épic avec une 2e place. Voilà pour l'actualité de ce mardi soir. Le prochain rendez-vous, c'est déjà dans 48 heures avec 85 chronos jeudi soir et Aurélien Huard. Très bonne soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.